Yo tout le monde. Le nouveau chapitre de Boruto vient de sortir et j'ai pas mal hésité à en faire une review, mais après plusieurs relectures, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Parce que ce chapitre 80, en plus d'être pas mal niveau contenu, il marque clairement le passage à la deuxième partie du manga et il annonce pour moi l'arrivée de l'ellipse que les fans attendent depuis longtemps. Un peu comme la fin du chapitre 237 de Naruto, ce chapitre 80 se termine sur la promesse d'un entraînement et sur la réaffirmation des convictions du protagoniste, mais on va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, une pause de 3 mois dans la publication de Boruto vient d'être annoncée, donc pas de chapitre 81 avant le mois d'août, ce qui va encore dans le sens d'une ellipse imminente. Cela dit, pour rappel, entre les parties 1 et 2 de Naruto, on avait eu le droit à un mini arc flashback sur Kakashi et la team Minato, avant le retour de Naruto de son entraînement avec Jiraiya, donc ce serait vraiment cool qu'on ait un truc un peu pareil au prochain chapitre, pourquoi pas sur le passé de Kawaki, celui d'Eida et Daemon ou un truc du genre, et même si je sais pas si Kishimoto va reprendre ce schéma pour Boruto, franchement ça pourrait être vraiment pas mal pour faire monter un peu la hype et pour build up un peu la suite. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette intro, donc je vous propose qu'on passe direct à l'analyse du chapitre. Du coup, ce chapitre 80 reprend là où on avait laissé nos personnages au chapitre précédent, avec un Shikamaru littéralement choqué d'apprendre que Boruto aurait soi-disant tué Naruto. Il en informe les unités de recherche, et j'ai l'impression que Sasuke n'était pas dans la boucle vu sa réaction, mais on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr, vu que Sarada n'est pas affectée par l'omnipotence d'Eida, elle comprend rien à la situation et elle y croit pas, logique vous me direz pourquoi Boruto tuerait son propre père. En entendant ça, Mitsuki est encore plus vénère, et il laisse donc Sarada toute seule pour partir chercher Boruto et essayer de le tuer. En parallèle, on a la reconfirmation que Kawaki compte profiter de la situation pour pouvoir tuer Boruto, sans que personne ne se mette sur son chemin, mais bon, ça on le savait déjà. Tout de suite après, on a Sasuke qui retrouve Sarada, et comme je le disais dans ma review du chapitre 79, on a la confirmation que lui, il a bien été affecté par l'omnipotence, ce qui est logique mais du coup ça donne encore une raison de plus à Sarada de paniquer. Mais là où ça devient vraiment intéressant pour moi, c'est qu'on apprend dans la foulée que, comme Sarada, Sumire n'a pas été affecté par le Shinjutsu d'Eida. Alors là encore, c'était à prévoir, et pour l'instant, la seule explication logique à ça, ce serait que l'omnipotence ne marche pas sur les personnes avec un héritage génétique Otsutsuki, mais aussi visiblement sur les personnes qui éprouvent des sentiments amoureux pour un Otsutsuki, ou en tout cas pour Boruto, vu que c'est entre guillemets le seul point commun qu'on pourrait trouver à Sarada et Sumire dans toute cette histoire. C'est peut-être un peu facile comme justification, mais pour l'instant c'est la seule explication cohérente qu'on peut donner. D'ailleurs, quand Sumire entre en contact avec Sarada pour s'assurer qu'elle n'a pas non plus été touchée par omnipotence, une partie de leur dialogue est coupée, ou alors Sumire ne termine pas sa phrase et Sarada a compris. Bref, dans tous les cas, ça va dans le sens de l'explication que je viens de donner, puisque Sumire suggère qu'elle et Sarada ont un truc en commun qui leur a permis d'être épargnés par omnipotence. Parce que rappelez-vous, au chapitre 76, Sarada et Sumire étaient déjà les seuls à ne pas être affectés par la technique de base de charme d'Eida. Donc Sumire a réussi à en déduire qu'Eida devait être responsable du changement brutal de situation en faveur de Kawaki, probablement grâce à son Shinjutsu. On peut noter au passage que Sumire est vraiment top tier en termes d'analyse, vu qu'elle arrive à déduire tout ça d'elle-même super rapidement, et c'est pas la première fois qu'elle sort une masterclass comme ça. Puisque rappelez-vous dans l'arc Kara, c'est elle qui a deviné la première qu'Ishiki voulait sacrifier Boruto au Jubi pour planter un arbre divin sur Terre, grâce aux explications d'Amado. Elle l'avait même compris avant Shikamaru, ce qui avait carrément impressionné Amado, et on va pas se mentir, Shikamaru et Amado c'est vraiment pas des randoms en termes d'intelligence, donc gros point positif pour le personnage de Sumire qui va peut-être avoir un rôle plus important que ce que je croyais dans la suite. Bref, Sumire explique donc ce qu'elle a compris de la situation à Sarada, qui comprend du coup pourquoi son père reproche à Boruto d'avoir attaqué Kawaki plutôt que le contraire. Elle se sent tellement impuissante face à la situation qu'elle tente un move désespéré, elle demande à Sasuke de protéger Boruto, même si ça va à l'encontre de la logique pour lui. Sarada est tellement choquée par la situation qu'elle en vient carrément à éveiller son Mangekyo Sharingan. Après des années d'attente, ça y est, c'est arrivé. On peut d'ailleurs noter que le design du Mangekyo Sharingan de Sarada est le même que celui que Kishimoto avait imaginé en 2016, quand il avait publié cette illustration dans laquelle on voit clairement Sarada avec ce pattern. Alors perso, je suis pas forcément fan du design, mais au moins il vient pas de nulle part, et il rappelle un peu celui du Mangekyo Sharingan de Sasuke, donc c'est pas trop mal. Bref, en voyant à quel point Sarada est affectée par la situation, Sasuke comprend que c'est pas un simple caprice de sa fille. Du coup, il accepte de venir en aide à Boruto. Bah oui, c'est pas dit clairement dans le chapitre, mais on rappelle qu'éveiller le Mangekyo Sharingan, c'est pas anodin pour un Uchiwa. En voyant ça, Sasuke il a sûrement réalisé que Sarada se foutait pas de sa gueule, et ça lui a fait remettre en question sa propre perception de la réalité, comme il le dira d'ailleurs lui-même plus tard dans le chapitre.
Du coup, ça prouve vraiment que Sarada c'est un cas à part chez les Uchiwa. Contrairement à Itachi, Obito, etc., qui ont tous éveillé leur Mangekyo en perdant un être cher, Sarada fait évoluer sa pupille via la frustration, mais aussi et surtout, à mon avis, via l'amour qu'elle a pour Boruto. Et je dis ça parce que déjà dans Naruto Gaiden, on la voyait éveiller son Sharingan grâce à des sentiments positifs. Pour rappel, elle l'avait éveillé juste en pensant à l'idée de retrouver son père qu'elle connaissait presque pas. Donc on voit bien que contrairement aux autres Uchiwa, Sarada fait évoluer ses pupilles au travers de sentiments positifs, ce qui est plutôt intéressant, mais c'est aussi cohérent avec le personnage et ses ambitions. Bref, revenons-en au chapitre. En parallèle de la conversation entre Sarada et Sasuke, Boruto tente d'échapper à ses poursuivants mais il est intercepté par la team Shikadai. Et on a là la réalisation de la dernière vision que Momoshiki avait montrée à Boruto au chapitre 75. D'ailleurs, on peut même se dire que les visions de Momoshiki s'arrêtent là, vu que contre toute attente, Sasuke intervient pour libérer Boruto de la manipulation des ombres de Shikadai et même Momoshiki est surpris. Du coup, on peut vraiment se dire que Momoshiki n'avait pas vu plus loin que ça dans le futur, du moins à court terme, vu qu'il est super étonné que Sasuke vienne en aide à Boruto et l'aide à quitter le village. En chemin, Sasuke explique à Boruto que dans ses souvenirs, Kawaki est le fils de son ami Naruto, son disciple, mais aussi un jeune shinobi ayant vaincu Momoshiki à ses côtés. Une fois en dehors de Konoha, Sasuke poursuit en expliquant que malgré les souvenirs qu'il a de Kawaki, il trouve ça étrange que ce soit Boruto qui porte son bandeau frontal, qu'il pensait pourtant avoir donné à Kawaki, mais encore plus bizarre, il ressent que Momoshiki est en Boruto, ce qui contredit totalement ses souvenirs. Il nous donne même une info super intéressante concernant l'omnipotence, en expliquant qu'il ressent une influence surpuissante qui le force à réprimer ses doutes, comme si le Shinjutsu d'omnipotence n'avait pas seulement modifié les souvenirs de tout le monde, mais qu'il agissait en continu sur leur esprit. D'ailleurs, juste après ça, Momoshiki va dans ce sens en expliquant qu'une fois lancé, l'omnipotence continue de réécrire la réalité pour manipuler les esprits, et que même en tuant le lanceur de la technique, l'omnipotence ne peut pas s'annuler. Donc là, on a plusieurs éléments super intéressants sur l'omnipotence. Déjà, on voit que la technique peut être entre guillemets contournée si on décide de ne pas se fier à ses propres souvenirs comme le fait Sasuke, mais aussi qu'elle peut pas être annulée, ce qui sera obligatoirement un gros enjeu dans la suite de l'histoire. Et je dis contourné parce que, comme l'explique Sasuke, il a beau remettre en question sa perception de la réalité et ses propres souvenirs, ce qui fait qu'il a rejoint la cause de Boruto, c'est avant tout la confiance qu'il a en sa fille. Il fait un pari en décidant de faire plus confiance à sa fille qu'à ses propres souvenirs, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, j'en parlais aussi plus tôt, mais j'ai pas l'impression que Sasuke a été informé de la supposée mort de Naruto, vu qu'il n'en parle même pas, et qu'en plus, on va pas se mentir, ça aurait vraiment pas aidé à contourner les effets d'omnipotence. Alors dites-moi en commentaire si j'ai raté un truc, mais j'ai l'impression que quand Shikamaru annonce aux équipes de recherche que Naruto est probablement mort, Sasuke n'est pas dans la boucle. Bref, dans tous les cas, Sasuke a rejoint le camp de Boruto, ils ont pu quitter le village et c'est le plus important. Cette situation énerve d'ailleurs pas mal Momoshiki, qui comme j'ai dit ne s'attendait vraiment pas à ce revirement de situation. Parce que finalement, je disais dans ma review du chapitre 79 que Momoshiki était potentiellement un mastermind, en mode il avait tout calculé, mais là je vous avoue que j'ai plutôt l'impression qu'il essaie juste de se sauver le cul en profitant de la situation horrible de Boruto pour essayer de prendre sa place dans son esprit. En gros, Momoshiki a anticipé que Boruto allait vivre un événement terrible comme celui-là, et son plan c'était juste d'attendre que Boruto perde sa volonté de vivre pour qu'il efface sa personnalité et qu'en gros Momoshiki prenne sa place en tant que Boruto Uzumaki. C'est une idée qu'il évoquait déjà au chapitre 72, et je pensais qu'il cachait encore des choses, mais avec ce chapitre 80, j'ai bien l'impression que son plan pour prendre la place de Boruto s'arrête là. Après, à voir si je me trompe, mais vu comment Momoshiki est énervé en voyant que Boruto perd pas espoir et garde sa volonté de vivre, ça m'étonnerait que Momoshiki ait manigancé un plan infaillible pour prendre possession de l'esprit de Boruto, mais bon, à voir encore une fois. Bref, après ça, Eida retrouve Boruto et Sasuke avec Daemon. Pas surprenant, elle peut retrouver qui elle veut avec son Senrigan, mais là où c'est étonnant, c'est qu'elle s'excuse d'avoir fait de Boruto un déserteur en lançant accidentellement l'omnipotence. D'ailleurs, autre truc super intéressant à noter, Eida a l'air de dire qu'elle a déjà lancé l'omnipotence une fois par le passé, donc à voir quels ont été les effets de cette première utilisation, s'ils sont toujours actifs et si ça aura son importance dans la suite, mais je pense qu'il faut garder tout ça dans un coin de la tête parce que vu la puissance de ce Shinjutsu, ça peut vraiment teaser un truc super important pour la suite de l'intrigue. En tout cas, les relations entre Eida, Daemon et Boruto n'ont pas l'air si tendues, vu que Boruto lui pardonne immédiatement, et il lui explique même qu'elle n'a fait qu'exaucer la volonté de Kawaki sans le vouloir. Donc il n'en veut pas à Eida qui a pas fait exprès, et mieux encore, il en veut même pas à Kawaki non plus. Comme son père, Boruto est quelqu'un de super empathique. Maintenant que leurs vies ont été inversées, Boruto comprend la solitude dans laquelle Kawaki a toujours vécu. Et au lieu d'être brisé par ce sentiment, comme l'espérait Momoshiki, et en constatant qu'il avait toujours des alliés sur qui compter, Boruto prend une résolution. Lui qui pensait avoir compris Kawaki malgré leurs différences, il réalise maintenant qu'il se trompait.
En étant dans sa peau, Boruto fait l'expérience de la douleur de Kawaki et il comprend maintenant mieux que jamais ses motivations. Et donc là, on a un super parallèle entre la relation Naruto-Sasuke et la relation Boruto-Kawaki. Comme Naruto et Sasuke, Kawaki et lui sont devenus comme des frères avant d'être séparés par une différence fondamentale de point de vue. Comme Sasuke à l'époque, Kawaki reproche à Boruto de pas pouvoir le comprendre. Là où Sasuke reprochait à Naruto de ne pas savoir ce que c'était que de perdre ses proches, lui qui n'en avait jamais eu, Kawaki reproche à Boruto d'avoir toujours tout eu, une famille, des amis, un foyer à Konoha. Et comme Naruto, Boruto fait l'expérience de la douleur de son frère, et il comprend que pour régler leurs différends, ils devront s'affronter dans un combat pour défendre leur idéologie. Donc en plus du parallèle au niveau de la structure du récit dont je parlais au tout début, on a aussi ce parallèle narratif, même si Boruto fait preuve d'une maturité encore plus précoce que Naruto, ce qui est d'ailleurs souligné à travers Eida et qui va accélérer son développement par rapport à son père. Et finalement, qui mieux que Sasuke, l'ancien Kawaki si on peut dire ça comme ça, pour superviser l'entraînement de Boruto en vue de son combat contre son frère. Franchement, c'est assez bien vu. Pour revenir vite fait sur Eida, on voit bien qu'elle regrette d'avoir lancé l'omnipotence, et donc elle s'engage à ne pas laisser Kawaki traquer Boruto avec son Senrigan. Bon là, facilité scénaristique ou enfin du développement pour le personnage d'Eida, à vous d'en juger. Du coup, le chapitre se termine avec un Boruto déterminé comme jamais malgré la situation, grâce à sa volonté du feu, hérité de son père, de son grand-père, et prouvant au passage qu'il sait vraiment ce que c'est que d'être un shinobi. Franchement, niveau développement, je trouve que Boruto montre des trucs super intéressants. Il est confronté aux mêmes problèmes que son père, arrive à des solutions similaires tout en trouvant sa propre voie. Bref, on nous a pas menti sur la marchandise, c'est bel et bien son histoire. Pour revenir vite fait sur le parallèle avec l'œuvre originale dans la structure du récit, cette fin de chapitre nous tease clairement un entraînement du protagoniste en prévision de ses futures confrontations avec les antagonistes, Kawaki bien sûr, mais aussi Code qui nous fait un petit caméo. Et ouais, contrairement à ce que je pensais, ce golem a aussi été affecté par omnipotence, alors que pourtant il est dans une autre dimension, comme on le voyait dans les précédents chapitres, et comme on le voit ici si on se fie au background sur le panel où il apparaît, ce qui veut dire qu'omnipotence n'a pas de limite de portée et peut toucher des gens dans une autre dimension. Bref, vraiment cette technique elle est surcheatée. Et je dis qu'il a été affecté parce que il dit qu'il a perdu Ishiki et Eida par sa faute, en parlant de Boruto, alors qu'on sait très bien que c'est Kawaki le vrai responsable. Donc finalement une alliance Code-Kawaki pour tomber Boruto est pas impossible, mais à voir comment Code va réagir en voyant qu'Eida et Daimon sont du côté de Kawaki. En vrai, je vous avoue que je souffle un peu avec ce personnage. Je sais vraiment pas où Kishimoto va avec lui, mais bon, faisons confiance au maître. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les dessins et le découpage d'Ikemoto étaient vraiment super solides sur ce chapitre. Quand on compare au premier chapitre, franchement, le glow-up est réel et ça fait grave plaisir. Voilà pour le déroulement de ce chapitre qui, comme j'ai dit, sera le dernier avant 3 mois. Donc si on a une ellipse au chapitre 81, je pense que je prendrai le temps d'en parler avec vous, parce que du coup l'histoire aura très probablement beaucoup avancé. Et avant de vous laisser, je voulais quand même évoquer encore 2-3 trucs sur ce chapitre. Déjà, je disais que je savais pas trop où Kishimoto allait avec Code, et je sais pas pour vous, mais perso, j'ai un peu le même feeling avec Mitsuki. Genre, ok, on a compris, il veut faire payer Boruto d'avoir attaqué Kawaki, vu que leurs vies ont été inversées et que normalement Boruto c'est genre sa raison de vivre, et maintenant qu'apparemment il a tué le Hokage, il a encore plus la haine, logique, mais je vous cache pas que je vois pas bien où ça va nous mener cette histoire. Genre, est-ce qu'on va avoir un combat Mitsuki-Boruto? Perso, j'y crois pas trop, vu que, comme j'ai dit, je m'attends vraiment à une ellipse, donc lancer cette intrigue ça collerait pas trop niveau timing, mais en plus si jamais il y avait un fight, je pense que ça finirait vraiment pas très bien pour Mitsuki, à moins qu'en fait il retourne lui aussi sa veste et rejoigne finalement le camp de Boruto, mais là encore j'y crois pas trop. Le plus probable ce serait qu'il reste à Konoha et que Kawaki lui bourre le crâne en lui disant qu'ils doivent absolument tuer Boruto blabla, et du coup ça ferait une narrative où en plus de devoir confronter son frère, Boruto devra aussi aider son ami à retrouver ses esprits. Concernant Sarada et Sumire maintenant, je pensais vraiment qu'elle déserterait Konoha avec Boruto, mais cette fin de chapitre nous fait clairement comprendre que Sarada confie Boruto à Sasuke et qu'elle et Sumire resteront au village. Donc le plus logique ce serait qu'elle fasse croire à Kawaki et Eida qu'elles ont été touchées par omnipotence, un peu comme elle l'avait fait au chapitre 76, pour essayer de récolter des infos pour Boruto et en agissant comme des sortes d'agents doubles. En tout cas c'est comme ça que je le vois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour finir, il reste toujours cette question des alliances Kawaki, Eida, Daimon mais aussi Code et même Himawari, qui est d'ailleurs complètement laissé de côté pour l'instant. À mon avis, Kishimoto nous cuisine un truc avec Himawari, c'est pas possible autrement, sinon il nous aurait pas fait ce teasing avec Daemon au chapitre 77. Cela dit, dans ma dernière review, je pensais que Daemon essaierait peut-être de la monter contre Boruto, mais comme là on apprend que Daemon en a en gros rien à foutre de Boruto, bah ça tombe un peu à l'eau, surtout qu'on sait toujours pas quel effet omnipotence a eu sur Himawari.
Pour Eida et Kawaki par contre, j'imagine qu'Eida va juste vouloir rester avec lui, vu qu'elle en est amoureuse, sans pour autant céder à tous ses caprices, ce qui comme j'ai dit ferait peut-être d'Eida un personnage un peu plus complexe, en tout cas par rapport à ce qu'on nous a montré jusque-là, en mode elle défend ses propres intérêts sans pour autant être manipulable par Kawaki. Enfin, le dernier point d'interrogation bien sûr, ça concerne Code, ses mini-Jubi et son plan d'attaquer Konoha. Écoutez, je vais pas vous mentir, mais pour moi cette intrigue elle est aux F-tiers pour l'instant, donc flemme de me casser la tête avec ce personnage, on verra bien. Voilà les potos, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire de ce chapitre 80. J'ai sans doute oublié des éléments, donc n'hésitez pas à me partager vos idées en commentaire, je vous lis tous et j'essaye au maximum de vous répondre. En attendant, moi je retourne vous préparer une grosse vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines, donc restez branchés. Et si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr comme d'hab, le petit like, le partage et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça me régalerait et ça aiderait vraiment la chaîne. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.